m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Test? Ouais, ouais. Yep, yep. Alors, Alban, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends à travers l'internet des sons? Non, tu n'entends rien. Ceci est un test Facebook. Test, test. Donc, au niveau du son, t'entends que dalle. Alors, on fait des réglages sonores. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Est-ce que tu entends? Est-ce que ça marche? Entends-tu? Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Allô? Allô, allô? On entend rien, que dalle. Eh ouais. Ah, donc, il y a plein de différences. Comment ça se fait, ça? Il y a trop d'informations. Ouais. On continue les tests, ça sonne. On va voir si c'est mieux comme ça. On va voir, on va voir. Alors, c'est mieux? Donc, on va voir juste du Facebook. Ça va? Hein? Donc on va tester avec le son direct. Teste le son direct du téléphone. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. C'est mieux? Bon bah. Merci. Hein? Oui, oui, on est bon avec le micro. Là, tu entends bien avec le micro. Déjà, oui, il n'aura pas le nom, mais il a pas. Non, j'ai pensé, et après je me suis dit, tu organises le week-end,
jour. Je l'ai eu ou pas? Le gars dont on parle là, c'est un gars qui est entraîneur de handball, président de Il n'y a pas un an. c'est le premier. C'est ça. Yann est allé le voir. Il lui a dit qu'il avait une dizaine de personnes. Et puis au bout du compte, il y en aurait qu'une qui sera détenue. Pour moi, c'est un rigolo. Mais après, s'il a effectivement tous les trucs qu'il dit, c'est-à-dire le handball, c'est quand même important, quand ça dépend des actions, il serait d'accord pour venir à l'Union. Victor, son HPT a dit qu'il aurait du mal à assumer de faire les chantiers qu'il a, les déplacements qu'il fait et tout. Éventuellement, pour se retirer, on est à la place, mais moi j'y tiens pas. En plus, là-dessus, le mec qui dit j'ai déjà celui-là, ça m'a dit. Les copains? Les copains? On va commencer? Mesdames, Messieurs, on va commencer cette petite conférence. Cette bien belle conférence. Du coup, si vous voulez prendre place pour être confortablement assis, coucou les chatons sur Facebook. Et donc on va commencer. Alors on va bientôt commencer, donc si vous voulez prendre place, tout le monde, mesdames et messieurs. Non, ils veulent pas. Ils entendent pas. Est-ce que tout le monde entend bien le micro? Ouais, ça va, hein? Ok. Bon, alors avant de commencer cette conférence sur la biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle, et ce qu'on peut faire pour parer aux risques, enfin, à l'effondrement en cours, quelques mots d'abord sur la caravane des possibles. Donc cet événement dans lequel a lieu là le moment qu'on vit. Donc la caravane des possibles, c'est une tournée militante et artistique en Gironde. C'est 13 étapes dans toute la Gironde. Donc on est parti le 13 septembre et on est parti de Uzès et on arrivera le 29 septembre à Pessac et Cestas. Et le but de cette tournée militante, c'est continuer à faire le travail de fond, de mise en réseau des initiatives locales qui existent partout dans le territoire, de tous les acteurs qui se bougent, qui ont conscience déjà des enjeux sociaux, environnementaux et de la gravité de la situation dans laquelle on est et qui tentent d'y faire face. Donc c'est l'occasion de se relier, de montrer qu'on est là, qu'on est nombreux partout à tisser plein d'alternatives locales, des luttes aussi. Et c'est l'occasion de rencontrer d'autres gens aussi, de faire connaissance avec de nouvelles personnes et de aussi discuter de tous les sujets qui nous mobilisent. Et donc j'en dis pas plus parce qu'on en parlera davantage au break, donc le bar associatif où on sera à 19h. Et je vais tout de suite laisser la parole alors soit directement à notre invité, soit peut-être Fanette, si tu veux dire quelque chose sur cette étape. Très rapide, de façon à ne pas prendre de temps, sur la conférence. Je serai peut-être plus longue au break parce qu'on aura une prise de parole de plusieurs personnes sur plusieurs points quand on arrivera à 19h au break. Donc là, simplement pour dire que c'est le groupe de transition qui a reçu la proposition d'organiser le passage à Créon de la caravane, qui s'en est emparé parce que, en effet, on trouve que Créon est quand même un lieu un peu privilégié dans l'association, dans l'associatif, et quand même très central géographiquement et au niveau de la communication, bien sûr.
Donc voilà, on s'est allié à ce projet et la suite aura lieu demain et les jours suivants. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses très intéressantes. Voilà. On espère que les conférences de ce soir, conférences et débats, vous plairont. C'est surtout, il y a une conférence, mais les deux autres seront plutôt des débats et questions-réponses pour faire participer plutôt les citoyens. Voilà. Donc, merci à Nicolas Thierry. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le groupe Entre-deux-Mers en Transition m'a confié la lourde responsabilité d'accueillir notre invité, que je remercie en votre nom d'avoir bien voulu être présent. Donc Nicolas Thierry est vice-président à la région en charge de la biodiversité et de l'environnement. Et il se trouve qu'on se connaît depuis quelques années et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que je considère aujourd'hui qu'il y a deux types d'écologistes. Il y a ceux qui ont pris conscience de la gravité de la crise que nous traversons et il y a ceux qui malheureusement pour des écologistes sont encore dans le déni et s'imaginent encore qu'avec un peu de greenwashing on pourra effectivement résoudre une situation qui demande au contraire, et ça je ne fais que citer le GIEC, qui demande effectivement dans les 10 prochaines années de changer radicalement notre modèle économique et social. Vaste programme aurait dit le général de Gaulle. Mais en attendant, c'est le défi que nous avons si nous voulons permettre aux décennies qui viennent, aux personnes qui sont toujours sur cette planète, de pouvoir vivre dans des conditions acceptables. Donc un grand merci à Nicolas d'avoir accepté cette invitation. Donc 10 minutes, un quart d'heure de présentation et ensuite donc échange. Voilà, ce sera plus dynamique. Parfait, merci à toi. Merci beaucoup Pascal. Comme on est là pour un petit moment, si on vous dérange pas, je vais m'asseoir. Alors déjà merci aux organisateurs pour l'organisation de cette caravane des possibles, parce que Pascal l'a dit, la situation est compliquée. Encore un rapport aujourd'hui qui est scientifique en français qui montre que les perspectives du GIEC, ça serait plutôt 7 degrés d'ici 2100, donc on en est là. Et effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir se rencontrer et se relier, comme dirait Edgar Morin, l'archipel des résistances, et de pouvoir relier les gens. Et puis c'est un plaisir un peu particulier pour moi aussi d'être là, puisque je sillonne la Nouvelle-Aquitaine, et là je suis chez moi à Créon depuis toujours, donc c'est un moment un peu sympathique d'être là parmi vous. Alors j'ai la lourde responsabilité de vous parler biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est un sujet immensément vaste, qui dépasse d'ailleurs, on va le voir, de très loin les connaissances scientifiques actuelles. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité quand on parle du sujet. Alors, peut-être déjà vous dire exactement de quoi on parle. Quand on parle biodiversité, il faut qu'on soit d'accord sur le terme. C'est la fraction vivante de la nature. Mais c'est pas que ça, ce n'est pas qu'un inventaire d'insectes, d'oiseaux, etc. Ce n'est pas que ça. C'est aussi toutes les relations qu'entretiennent les êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Quand on parle de biodiversité, on parle bien de ça. Pour vous donner une idée très concrète, sur l'ensemble de la planète, on connaît 2 millions d'espèces. 1 700 000 espèces continentales, 300 000 espèces marines. Ça veut dire que 300 000 espèces marines, on connaît quasiment rien au monde de l'océan. Beaucoup de paléontologues ou de scientifiques pensent qu'il y aurait au minimum 7 millions d'espèces sur la planète. Donc il y a un écart énorme entre ce que l'on connaît et ce que l'on suppose exister. Et puisqu'on est en Nouvelle-Aquitaine, on abrite ici peut-être un des premiers catalogues humains de la diversité biologique. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que vous avez une idée? Catalogue humain. Ouais, premier catalogue humain de la diversité biologique, première tentative. C'est Lascaux. Ah. 17 000 ans, il y a 4 ou 5 espèces à Lascaux, 4 sur 5, 4-5 espèces qui sont représentées.
Alors, on n'est pas chauvin, c'est pas, si on va en Ardèche, on a aussi la grotte Chauvet, qui a 30 000 ans, elle. Il y a plus de différence entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous, il faut avoir ça en tête. Et là, il y a 14 ou 15 espèces qui sont représentées. Je ferme cette parenthèse préhistorique, mais c'est intéressant parce que, vous allez le voir, on voit que depuis longtemps, et c'est quelque chose qu'on a séparé plus tard, mais pendant toujours, la culture humaine et le vivant qui nous entoure, c'est quelque chose qui a toujours été lié. C'est qu'assez récemment, qu'on a en Occident séparé nature et culture. Alors, une autre information importante quand on parle de biodiversité, c'est de savoir que 80% de la biodiversité terrestre, elle est là, à 30 cm sous vos pieds. Là, il y a 80% de la biodiversité qui est là. Ayez toujours en tête que tout le monde visible autour de nous, tout ce qui est visible à l'œil nu, dépend de la vitalité de ce qui est sous les 30 cm. Tout. C'est le support de tout. C'est le sol. Alors aujourd'hui, on pourrait, je fais court parce qu'on pourrait rentrer dans le détail, mais je vais essayer de tenir un temps pas trop long pour qu'on puisse avoir des échanges. Aujourd'hui, tout ce que je viens de décrire, c'est évidemment, Pascal l'a dit, gravement menacé. On vit ce que certains scientifiques, mais ça fait quasiment consensus maintenant, disent qu'on est à l'aube ou au début de la 6e extinction massive des espèces. Alors qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la 6e extinction massive des espèces, la dernière, elle ne date pas d'hier. La dernière, elle date il y a 65,5 millions d'années. Quand une météorite s'est écrasée au nord de l'actuel Mexique, dans le Yucatan, et a anéanti, on aura tous appris ça à l'école, a anéanti les dinosaures. Se dire que on vit aujourd'hui notre vivant, peut-être le début de la 6e extinction, ça vous montre la situation dans laquelle on est. Ce ne sont pas les écologistes qui le font, les écologistes le disent, mais c'est aussi surtout les scientifiques. Les scientifiques, aujourd'hui, au regard de la vitesse de disparition des espèces, considèrent qu'on est en effet dans cette dynamique-là. J'entends moi souvent, c'est terrible, ça se passe en Amazonie, ça se passe en Afrique, ça se passe en Indonésie, mais il faut avoir conscience que ça se passe dans notre pays, dans notre région et ici même, à Créon. Même les espèces les plus communes qu'on a l'habitude de voir, les populations sont en train de s'effondrer. On va prendre deux chiffres. Aujourd'hui, et l'étude a été faite en France, et même plus que ça en Nouvelle-Aquitaine, un tiers des oiseaux a disparu en 15 ans. Seulement 15 ans. 15 ans, c'est un instantané. Un tiers des populations d'oiseaux. Pire, mais tout ça est lié, à l'échelle européenne, on sait qu'en 30 ans, 80% des insectes volants ont disparu. 80%. Et je précise que l'étude qui a permis d'avoir ce chiffre a été faite, les relevés ont été faits dans les réserves naturelles. Donc imaginez à l'extérieur. Si on prend les océans, c'est guère mieux. On est à 2 tiers des gros poissons qui ont disparu en 30 ans. Donc les situations, c'est celle-ci. Et c'est vrai que moi j'entends encore une fois souvent, c'est triste que toutes les espèces disparaissent, mais au final, est-ce que c'est si grave puisque c'est l'homme qui compte et finalement que l'économie aille bien? On l'entend extrêmement souvent. De la part de beaucoup de responsables politiques, économiques, et même s'ils osent moins le dire maintenant, ils le pensent quand même fortement. Ça demande un effort d'explication, mais il faut le faire. La biodiversité, pourquoi elle est absolument essentielle et pourquoi c'est une priorité politique? Il y a plusieurs raisons, je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier, c'est que sans biodiversité, on aura de plus en plus de mal à accéder à des ressources alimentaires suffisantes et surtout dans une grande diversité d'aliments, ce qui va forcément impacter notre santé tout simplement, parce que sans biodiversité, vous avez la productivité agricole qui évidemment va chuter. Il y a une étude qui a été faite dans un département voisin, le Lot-et-Garonne, qui a été faite par l'État, il y a 2-3 ans à peu près, qui montrait que si on continue dans la perspective actuelle, la disparition des pollinisateurs, les pollinisateurs tout le monde voit ce que c'est, ce sont les abeilles, mais aussi tous les insectes qui participent à la pollinisation des cultures. Si on continue à ce rythme-là, d'ici une poignée d'années, à très très court terme, la productivité en Lot-et-Garonne agricole allait baisser de 20%. Quand vous savez
que le Lot-et-Garonne, c'est le premier producteur de noisettes, de fraises, d'amandes, etc. Premier producteur français. Vous avez 7200 exploitations, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, vous comprenez tout de suite que la disparition des insectes et des pollinisateurs, ce n'est absolument pas qu'un problème de naturaliste engagé. Ça va devenir à très court terme un problème économique et un problème social. On prend un autre exemple. Aujourd'hui, pour accéder à l'eau potable, vous avez besoin de bassins versants en bon état, de zones humides, de forêts en bon état diversifiées qui, dans le processus naturel, participent à la filtration de l'eau et qui font qu'on peut accéder à une eau, je fais très simple mais c'est pour aller vite, à une eau de bonne qualité. Et ça, on voit bien que, si on donne un troisième exemple pour enchaîner sur ces deux-là, on voit bien qu'au final, si on a un problème d'accès à la nourriture, et qu'on a un problème autant en quantité qu'en diversité, et qu'on a un problème d'accès à l'eau potable, on voit bien que on va aller vers une compétition pour accéder aux ressources vitales. Et ça, la conséquence, vous la comprenez tous. La conséquence, c'est que c'est le vivre ensemble, la cohésion sociale et la démocratie qui va vaciller. On peut aller encore plus loin. La biodiversité, c'est 40% aujourd'hui des médicaments que vous prenez, qu'on prend tous à occasion, souvent. 40% des médicaments sont extraits d'une matière naturelle, active, extraite directement du vivant. À chaque fois que les espèces disparaissent, même si on a une vision un peu anthropocentrée sur ce coup-là, mais chaque fois que des espèces disparaissent, c'est des médicaments ou potentiellement des maladies qu'on ne traitera pas. Et puis encore un dernier exemple. Aujourd'hui, toute la recherche, toute l'innovation se fait via ce qu'on appelle, en tout cas de plus en plus, via toutes les pistes de recherche, en tout cas en termes d'innovation, les plus prometteuses se font à travers le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est quoi? C'est qu'on imite la nature, parce qu'on s'est rendu compte subitement là que la nature, au bout de 4,5 milliards d'années, elle avait peut-être inventé 2-3 trucs auxquels nous, on n'avait pas pensé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'innovations que l'on arrive à sortir, des innovations de rupture, on pourra en parler en dehors de nos échanges, qui imitent la nature. Et évidemment, on se rend compte assez logiquement, mais c'est Léonard de Vinci disait ça il y a 500 ans, mais on le réalise aujourd'hui, c'est que la nature, en réalité, c'est une bibliothèque. Et si on est un peu sage, puisqu'on s'appelle Sapiens, une bibliothèque, ça se lit, ça se brûle pas. Donc vous voyez que, par rapport à ce que je viens d'évoquer rapidement, vous voyez bien pourquoi la biodiversité, c'est une urgence politique absolue et vitale. Et si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire à considérer, en tout cas pas à traiter le sujet à la hauteur de l'enjeu, ça revient simplement à assumer le fait que on ne s'occupe pas d'une menace existentielle pour nos sociétés. Ça revient exactement à ça. Alors il y a une bonne nouvelle quand même, parce que je vous ai un peu assombri le tableau, mais la situation c'est quand même celle-là, c'est qu'on connaît parfaitement les raisons de la disparition du vivant. Ça fait consensus au niveau scientifique, on connaît parfaitement. La première de toutes, et de très loin, c'est la destruction et la fragmentation des habitats naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous détruisez une zone humide, une prairie, une forêt, toutes les espèces qui y vivent subissent le même sort. Et même si vous ne détruisez pas, si vous fragmentez, les couloirs de passage se font plus et la biodiversité s'érode et disparaît. Évidemment, ça, le sujet, il est quotidien, même dans nos territoires. L'étalement urbain est un fléau pour la biodiversité. Donc la manière dont on pense l'aménagement du territoire, c'est un fléau pour la biodiversité. Donc on est un territoire, comme beaucoup d'autres territoires, mais ici aussi, on est particulièrement concerné par le sujet. La deuxième raison, ça c'est les deux grandes raisons, il y en a 5, les deux grandes raisons. Et la deuxième, c'est la pollution de l'air, de l'eau et de la terre, par une batterie de substances chimiques, dont les pesticides. Par exemple, on est particulièrement concerné ici aussi, en entre-deux-mers, mais c'est aussi tous les macro-déchets comme les plastiques qui envahissent tous les écosystèmes. Et il faut avoir en tête que vous n'avez aucun écosystème dans le monde qui est épargné, strictement aucun. Je vous donne un exemple qui est frappant. En 2017, il y a une équipe de scientifiques britanniques qui ont fait des prélèvements dans les deux fosses océaniques les plus profondes du monde, les Kermadec et les Mariannes, qui se situent dans le Pacifique. Là, on parle de 10 000 mètres de profondeur, grosso modo. En gros, jamais un humain a foutu le pied là. Jamais. Ils ont remonté des petits crustacés pour voir dans quel état ils étaient. Aux surprises, le niveau de PCB,
c'est-à-dire de produits chimiques, bon, on ne rentre pas dans le détail, de pollution des crustacés, était 50 fois supérieur à des crustacés qu'on avait extraits du fleuve le plus pollué de Chine. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que les courants atmosphériques et océaniques ont amené les polluants jusque-là, et vous avez le phytoplancton et le zooplancton qui ont attiré les polluants vers le bas, et ça a pollué les fonds marins. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est un rappel que le monde est clos. Et c'est un rappel brutal que ce qu'on fait ici, ça a une conséquence là-bas. Donc là, vous avez les deux raisons, les deux grandes raisons qui participent à la disparition du vivant. Après, vous avez une troisième raison, je fais rapide, qui est la surexploitation des espèces, c'est le braconnage, l'aspect illégal, on en a ici sur toutes les espèces, mais dans le monde entier, puis des choses tout à fait légales, comme la pêche industrielle qui est en train de vider les océans. Quatrième raison, c'est l'introduction d'espèces invasives. Là, ça veut dire que nos échanges économiques, en un siècle et demi, mais ça a commencé avant, mais ça s'est accéléré, ont déplacé des espèces qui n'auraient jamais dû se rencontrer. En Europe, on estime qu'il y a 10 000 espèces qui ont été introduites, qui n'auraient jamais dû être là. Donc là, il y a trois scénarios quand une espèce arrive. Soit elle arrive, elle ne s'adapte pas du tout, elle disparaît, elle ne s'adapte pas. Soit elle s'adapte, elle reste dans un petit écosystème très localisé, puis elle survit. Soit, troisième possibilité, elle s'adapte, elle trouve que c'est plutôt agréable, elle se déploie, elle rentre en concurrence avec les autres espèces. Et là, c'est compliqué. Vous connaissez tous le frelon asiatique, le ragondin, l'écrevisse à pattes blanches, la jussie par exemple, etc. Et la cinquième raison, qui est une raison importante, mais qui est une raison qui vient aggraver, alors que la biodiversité est très fragilisée, c'est le dérèglement climatique. Quand le dérèglement climatique arrive sur cette situation avec toutes ces causes que j'ai évoquées, évidemment, les espèces, en plus de ça, elles sont obligées de se déplacer pour aller trouver des écosystèmes dans lesquels elles peuvent survivre. Alors évidemment, quand vous faites face à tout ce que je viens d'évoquer, en plus vous déplacez, pour vous donner une idée, 1 degré en France, c'est 300 km vers le nord. Donc quand vous êtes une chenille processionnaire, si vous dépêchez, c'est jouable. Si vous êtes un hêtre, vous êtes condamné. Parce qu'on ne pense pas aux arbres. Donc c'est ça. Alors évidemment, et en plus si vous êtes fragilisé, ça se passe pas bien. Donc vous voyez, on connaît parfaitement les raisons de la disparition du vivant. Du coup, on sait parfaitement ce qu'il faudrait faire pour stopper ça. Dans le même temps, on n'a jamais non plus connu aussi bien le fonctionnement des écosystèmes. On n'a jamais eu des connaissances scientifiques aussi poussées, mais paradoxalement, on n'a jamais autant détruit. Et là, il y a une conclusion à tirer. C'est que la solution, le problème n'est pas technique, le problème n'est pas scientifique, le problème il est culturel. Et ça, c'est le message principal à faire passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'enjeu, comme moi je l'entends tout le temps, je suis élu depuis 3 ans, je l'entends tout le temps. On me dit toujours, mais le progrès technique salvateur va nous sauver, tout va bien se passer. C'est infiniment plus complexe que ça. Infiniment plus complexe que ça. Penser qu'il y a un chercheur en blouse blanche quelque part dans un laboratoire qui va trouver une solution miracle, c'est du confort intellectuel et certainement un manque de courage des politiques qui préfèrent ne pas se questionner tellement que le virage est difficile à prendre. Et vous savez, ça se comprend aussi parce que l'époque qu'on vit, elle est extrêmement compliquée à appréhender. Il faut se dire qu'on vit une époque où d'ici quelques décennies, on sera capable d'envoyer un homme ou une femme peut-être, marcher sur Mars. C'est époustouflant. Mais dans le même temps, il faut se dire qu'on dépend des vers de terre pour survivre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut appréhender. C'est cette dissonance cognitive-là. Et là, c'est pas une question de technique, c'est une question de changer notre regard, réapprendre à nous émerveiller, changer notre rapport au monde et se poser une question de civilisation qui est comment nous, humains du 21e siècle, on veut habiter cette planète. Dans le livre que j'ai écrit il y a quelques mois, je relate une anecdote avec une élue au passage scientifique, collègue à moi, qui, quand un jour on a travaillé sur un grand schéma d'aménagement, m'a dit « Je comprends pas pourquoi tu parles autant de biodiversité, on va mettre ça en bas du paragraphe là, parce que pour moi, c'est encore une fois, c'est l'homme qui compte. Donc je comprends pas pourquoi tu parles de ça, tu dois pas aimer les gens. » Et ça, c'est très révélateur. Ça montre qu'on s'est persuadé qu'on ne faisait pas partie du tissu du vivant. On s'est persuadé qu'on n'était pas dans la nature, qu'on était en surplomb, à côté. Et si vous réfléchissez bien, même le terme environnement pose problème.
environnement, c'est quoi? Dans environnement, il y a une mise à distance. Il y a c'est ce qui nous environne, c'est autour de nous, mais on n'est pas dedans. Et même dans la sémantique, on s'est persuadé que finalement, on a oublié plutôt que on devait notre présence ici à une collaboration avec les autres espèces, ne serait-ce que pour manger, boire ou respirer. Et ça, on l'a oublié. Et ça, c'est un sentiment de toute puissance qui nous a fait oublier ça. Hubert Reeves, il prend un exemple très, très intéressant. Il dit, regardez le cas des tortues. Les tortues, elles sont là depuis 250, 300 millions d'années. Elles ont une capacité incroyable. C'est à vivre en équilibre, en harmonie avec les écosystèmes. Et elles ont, même si nous, on est en train d'essayer, on est presque arrivé à les éradiquer là, mais pourtant elles ont tenu 250 millions d'années. Elles ont cette capacité incroyable. Nous, si on prend Homo sapiens ancien, on est là depuis 300 000 ans. C'est rien, 300 000 ans, rendez-vous compte, c'est rien du tout. Nous, ça nous semble énorme, mais c'est un instantané. Et on doit déjà faire face à la conséquence de nos actes, c'est-à-dire à la destruction de l'environnement, et du coup, qui menace notre propre survie. Donc, vous voyez bien que la question de quelle est l'espèce la plus intelligente entre un Homo sapiens et une tortue, elle mérite d'être posée. Si ça dépend le critère que vous prenez. Et si on prend d'autres critères, si on prend cette idée qu'on est absolument... D'ailleurs, je pense à quelque chose. On a tous entendu à l'école quelque chose, tous, je pense, que l'homme était au sommet de l'évolution. On a tous entendu ça. Ce qui est faux. Puisqu'en fait, toutes les espèces sont au sommet de l'évolution, puisqu'elles sont le fruit de millions d'années d'évolution qui leur ont permis d'être parfaitement adaptées à leur environnement. Et si vous prenez le cas des espèces, on est battu à plat de couture, c'est la longévité, la régénération, l'essence, etc. Et effectivement, où on est vraiment bon dernier, c'est par notre capacité à vivre et à s'adapter à l'environnement. Donc, je vais prendre un exemple ici, mais j'arrive vers la fin là. Vous avez un sujet ici, dans la région, qui anime les débats, et même en France, qui tourne à l'hystérie presque. C'est la présence du loup. On entend parler partout. Les médias en font des plateaux télé là-dessus, ça y est, ça serait la fin des territoires ruraux, etc. Bon. Et en fait, on a tort de considérer que ce débat, il faut le réduire uniquement à une cohabitation avec l'élevage. Parce que qu'est-ce que nous pose comme question cet animal qui est en train d'arriver, mais c'est vrai pour l'os dans les Pyrénées, c'est est-ce qu'on est capable de partager notre pays, notre région, notre département, notre territoire, avec une espèce qui, elle aussi, a des besoins spécifiques. Alors c'est extrêmement facile. Je le vois dans les assemblées d'élus, tout le monde a la main sur le cœur, quand il faut défendre les abeilles, tout le monde dit super, c'est un scandale, il faut les défendre. Pourquoi? Parce que on a une vision très utilitariste. On se dit, s'il n'y a plus d'abeilles, on ne va plus bouffer. Par contre, quand il s'agit du loup, on se dit, ça gêne à la marge nos activités économiques, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, en fait, de se débarrasser de ça. Donc la question que nous pose la présence du loup ou de l'ours, c'est ça. Elle est intéressante philosophiquement comme ça. Pour ça, elle nous pose cette question, c'est est-ce qu'on revendique une hégémonie totale sur les autres espèces? Et si c'est le cas, il ne faut pas se raconter d'histoire. On n'évitera pas la 6e extinction des espèces. Parce que si vous finissez par garder que ce qui vous semble utile à court terme, vous finissez dans un monde où le sauvage a disparu et il ne reste plus que des espèces domestiques. Et je vous assure, c'est un monde triste et en plus pas vivable. Je finis vraiment là-dessus. J'insiste encore une fois. Le travail à faire, mais on va peut-être en reparler après, il est de changer de récit, changer les imaginaires et changer nos schémas de pensée. Il n'est pas culturel ou technique. Tant que des élus ou des responsables économiques vous diront qu'une bretelle d'autoroute ou un parking au supermarché, c'est plus important qu'une espèce protégée, vous pouvez être sûr qu'on n'avancera pas. Donc pour finir, j'ai envie de vous dire, c'est le déclic ou le déclin. La première question étant souvent la plus difficile à poser, je vous propose de passer directement à la seconde. Qui veut poser la deuxième question? C'est parti. Dans la région, par rapport à la biodiversité, quels sont les grands projets? Ça fait 3 ans que je suis élu, je suis en charge de ce sujet, donc j'ai évoqué les différentes causes. Moi j'ai essayé de mettre en place une politique qui essaie de répondre
à la fragmentation, à la destruction des habitats naturels, on essaie de lutter contre les pollutions, on va y revenir, et les pesticides, les espèces envahissantes, etc., etc. Après, on n'a pas la main sur tout, mais en tout cas, ce sur quoi on a la main, on essaie de faire des choses. Par exemple, en 6 ans, on a doublé le nombre de réserves naturelles, autant qu'il en a été fait dans les 30 dernières années. Ça, c'est quand même un indicateur. On a doublé également l'acquisition des espaces naturels pour sanctuariser certains espaces, pour éviter pour les soustraire en tout cas au court-termisme. Ça, on pourrait parler des parcs naturels, on a la région où il y a le plus de parcs naturels, mais si on parle des pollutions et des pesticides, là, on est quelques élus à se battre contre ça, on est souvent assez seuls. Puisque vous avez vu d'ailleurs, la région n'a pas de pouvoir réglementaire. On ne peut être que dans l'incitation financière, l'accompagnement, etc. Mais la région, pour en prendre un exemple très concret, si une communauté de communes ou un maire n'a pas la volonté d'agir localement, il ne demande pas les financements à la région, alors que les dispositifs sont là et l'argent existe, et ça ne se fait pas. Donc vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est que moi, à mon niveau, je fais tout ce que je peux. C'est-à-dire, j'offre le maximum de possibilités de politique publique pour que les élus locaux, et j'essaie de faire des conférences pour sensibiliser et pour qu'ils puissent s'en saisir. Mais après, le pouvoir régalien, c'est l'État, et contrairement au climat, où on peut penser parfois, même si c'est en partie faux, ça nous dépasse, parfois, la biodiversité, on voit bien que localement, dès qu'on fait des efforts en termes de trame verte et bleue, qu'on sort des pesticides, qu'on renature, etc., la biodiversité, elle revient très vite. Donc il y a une vraie opportunité là-dessus. Et après, sur les pesticides, on est une des grandes régions consommatrices de pesticides, et un département aussi très consommateur, puisqu'il faut avoir en tête, si on prend le cas de la viticulture, qui est, il faut le dire, une des cultures qui demande le plus de difficultés pour se passer des pesticides, notamment avec les pommes. Mais n'empêche qu'il faut quand même avoir en tête que la viticulture, c'est 3% de la surface agricole dans le pays. Donc c'est rien. C'est 20% du volume de pesticides utilisés dans le pays. Donc là, il y a un enjeu. Et là, on est dans le dur. Parce que c'est de l'exportation, c'est une dynamique économique, c'est une identité. Donc on est dans le dur, et paradoxalement, on a quelques années pour prendre le virage. Donc là, en juillet, on a voté une délibération ou en tout cas, on a décidé, on a fait voter, tout le monde ne l'a pas voté, mais c'est passé, où on allait accompagner, voire arrêter les subventions d'ici quelques années aux agriculteurs qui seraient trop dépendants des pesticides. Donc l'horizon, ça serait de faire de la Nouvelle-Aquitaine d'ici 2030 une région sans pesticides. En tout cas, il faut se dire que c'est très compliqué, mais c'est un objectif politique qui est posé, et vous savez ce que c'est quand on commence à poser ça dans le débat public, plus la pression citoyenne, plus le dispositif, voilà, on en est là. Il ne faut pas se cacher les choses. Aujourd'hui, on vit une grande bataille culturelle entre ceux qui pensent, encore une fois, que la technologie et que sans changer grand-chose, on s'en sortira, et ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un basculement total. Et cette bataille, c'est pas qu'en France, qu'ici, c'est ce qui se passe dans le monde. On voit les manifestations partout, et c'est l'issue de cette bataille qui va décider de notre sort. Donc, pour la région, c'est pas facile tous les jours, il faut embarquer les gens, mais en tout cas, on essaie de traiter cause par cause, et on pourrait parler du climat, mais on fait la même chose sur le climat aussi. Mais quoi qu'on fasse, il faut avoir en tête, quoi qu'on fasse, puis la situation, c'est insuffisant au regard de l'enjeu. Vous dites que la solution, c'est le changement de culture et de récit. Alors, vous dites que le changement peut se faire à travers le changement de récit et de culture, que c'est ça la solution. Donc la question, c'est comment et qu'est-ce qui est fait déjà? C'est une excellente question. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, peut-être expliquer quelque chose, c'est que la seule différence entre l'humain et les autres animaux, tout est tombé.
Même les animaux aujourd'hui pratiquent le deuil, l'essence, l'intelligence, etc. De décennie en décennie, on a vu que, on se rend à l'évidence, les autres espèces ont des capacités extrêmement proches des nôtres. Il y a une chose qui résiste, c'est la capacité qu'ont les hommes à se raconter des histoires et à y croire. Et effectivement, beaucoup d'auteurs expliquent, Harari, si vous avez vu Sapiens par exemple, explique en effet très bien que quand un groupe d'hommes se met à croire à la même histoire, il se met à obéir aux mêmes règles et il se met à collaborer de manière efficace. Ça nous a permis de faire les trucs les plus incroyables, les pires conneries aussi, mais ça nous a permis d'aller sur la Lune, de construire des pyramides, de construire nos sociétés, parce que on était tous dans le même récit. Et la technologie, évidemment, si on ne change pas de récit, on met la technologie au service de ce récit, et évidemment... donc là, l'enjeu, il est là. Il est comment, en quelques décennies, une décennie et demie, on arrive à changer les imaginaires. Il y a plusieurs solutions à ça. Il faut encourager cette jeunesse qui est en train de se révolter. Vraiment. Et qui est en train de se dire, ils sont en train de nous hypothéquer notre futur. Et le fait que des jeunes commencent dans tous les pays du monde à descendre dans la rue, à expliquer qu'ils ne sont plus d'accord avec le choix des gens en responsabilité, c'est un signal faible. Et ça, il ne faut pas que ça s'éteigne. Parce que ça change. Ça bouscule les gens, ça bouscule quand on est parents, grands-parents, etc. Ça participe à changer le récit. L'engagement en ONG, ce qu'on fait là, ça participe à changer le récit. Mais il faut le multiplier. Mais j'en profite aussi pour dire quelque chose. C'est que, moi je parle avec beaucoup de jeunes qui sont lors des conférences, qui sont engagés dans les marches climat. Et ils ont tendance à mettre de côté un type d'engagement qui est l'engagement politique. Et je pense que c'est une erreur. Parce que, quand vous voulez changer le récit, il faut avoir accès au débat public. Et force est de constater, on est d'accord, on n'est pas d'accord, que les responsables politiques trustent quand même le débat politique, le débat public. Et c'est eux qui finissent par, les interventions que vous entendez, définir le champ des possibles. Et évidemment, en grande partie. C'est-à-dire, en tout cas, ils y participent. Et aujourd'hui, décider de ne pas s'investir en politique, c'est occulter tout un pan de la parole publique, en tout cas dans l'imaginaire, qui est extrêmement important. Et là, il y a des occasions, les municipales qui arrivent, il y a une série d'élections qui arrivent, cette jeunesse, elle doit s'engager. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle il faut s'engager en politique. C'est quand vous êtes sur le banc des élus et des assemblées, vous décidez de ce qu'on fait de l'argent public. Et vous voyez que quand même, et ça c'est une bonne nouvelle, partout sur le territoire, Pascal pourrait très bien en parler, parce qu'il est très impliqué dans ce tissu-là, il y a des initiatives formidables qui se font. Partout, localement, c'est des îlots de résistance, des îlots d'initiatives qui se font partout. Et ces îlots-là, ils ont besoin d'une chose, c'est de changer d'échelle. Et pour changer d'échelle, il faut leur permettre, il faut flécher l'argent public sur ce qui va nous permettre demain de marcher. Donc le double intérêt de l'engagement politique, c'est un, de pouvoir changer le discours et changer les imaginaires, en tout cas utiliser ce levier-là dans la parole publique, et deux, de flécher l'argent public pour effectivement permettre à des gens qui essaient de préparer le monde de demain, de leur permettre de changer d'échelle. Et après, ça passe par toute forme d'engagement. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que marcher dans la rue ne suffira plus. S'indigner ne suffira plus. Il faut absolument se défendre, et pour se défendre, il faut s'engager. Troisième question. Vous disiez que c'était difficile tout à l'heure pour les pesticides. Bon, je suis fils de paysan, jamais vu mes parents traiter. Je comprends pas comment on peut dire que c'est difficile maintenant. On a perdu notre vieille école, je dirais. Vous savez qu'il y a peu d'eau potable dans la région à 300 mètres de profond. Ça, c'est très inquiétant, non? Donc je pense qu'il faut quand même dire aux gens d'arrêter toutes ces personnes qui traitent chimiquement, que ce soit viticulteurs ou même privés dans les jardins, qui achètent pour détruire les limaces. Non, je pense que c'est pas difficile. Il faut le dire aux gens, et puis pourquoi pas les adultes reviendraient, les adultes de maintenant, revenir aux écoles, quoi. Et alors il y a un autre sujet aussi qui me chiffonne, qui me fait réfléchir, c'est la démographie. Vous n'en parlez pas beaucoup dans votre discours de démographie. À Créon, il y a une vieille dame qui me disait on était 900 aux années 50. Combien on est maintenant? 4000 et plus. Je trouve que ça c'est inquiétant, ça aussi. Et en plus ici c'est des villes dortoirs, quoi.
Voilà, alors il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses, donc ce serait une grande soirée à organiser. Allez, bonne soirée, bon courage surtout. 2 questions pour le prélude. Sur les pesticides, je précise ma pensée. Je dis pas que c'est impossible. Loin de là, puisqu'aujourd'hui, même l'agroécologie, on connaît, même l'INRA le dit, on peut nourrir la planète avec l'agroécologie. On sait le faire. Ce que je disais, c'est qu'il y a des cultures, aujourd'hui, dans le modèle dans lequel elles sont, c'est plus difficile d'en sortir. Et le vignoble en fait partie. Mais ça ne veut pas dire... C'est quoi la différence? C'est que, par rapport à l'époque dont vous parlez, on a des objectifs d'exportation, on a des objectifs de rendement beaucoup plus importants, on a voulu massifier. Et évidemment, on est dans ce modèle qui fait mal à la nature, mal au sol, et on rappelle qu'un agriculteur se suicide tous les 3 jours, et un tiers des agriculteurs en France gagnent moins de 450 € par mois. Donc vous avez effectivement un modèle qui est en train d'épuiser l'humain aussi bien que la nature. Donc ma pensée était juste d'expliquer qu'il y a des cultures en termes de transition qui sont plus difficiles à opérer, mais elles sont évidemment possibles. Et ça encore, c'est une question de choix politique. Tout dépend de ce qu'on va faire de la politique agricole commune. Tout dépend de ce qu'on fait de l'argent public. Tout dépend quel type d'agriculteur on encourage. Quand on voit que les bio aujourd'hui, les maraîchers par exemple, ils ont 4 ans de retard ou 3 ans de retard sur les paiements européens, et que les grands céréaliers qui représentent 8% des agriculteurs qui ont un modèle prédateur en eau, qui font de la monoculture, qui éradiquent le vivant, touchent leurs subventions dans l'année, et que ces gens-là, 30% des agriculteurs captent 70% de la politique agricole commune. Donc aujourd'hui, le modèle de la PAC, il est clair. Hein. Plus vous faites de la monoculture, plus vous consommez d'eau, plus vous mettez de pesticides, plus vous avez droit à des fonds européens. Je caricature à peine. Donc la solution pour la transition, elle est évidemment, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Et elle est politique. La question de la démographie, sujet épineux. Mais je pense que... On va parler globalement au début. Je pense que vivre à 10 milliards ou 9 milliards, c'est compliqué si on vit tous comme des Européens. C'est ça le sujet. C'est qu'il ne faut pas oublier que c'est à peine 10% de la population qui est responsable de plus de la moitié des gaz à effet de serre de la planète. Donc, il faut, moi, en tant qu'Européen, je préfère d'abord questionner mon mode de vie plutôt qu'aller donner des leçons en termes de démographie aux pays du Sud. Ça, je le précise. Je veux d'abord être exemplaire avant de donner des leçons. Et ensuite, sur la démographie dans le périurbain, moi aussi j'ai vu l'évolution ici. Alors, moi, j'ai 45 ans, 44, et je suis né là. Donc je vois bien comment ça a évolué. Mais ça, c'est le fruit de choses extrêmement complexes. On pourra en parler très longtemps. Si vous prenez par exemple la ligne à grande vitesse à Bordeaux. La ligne à grande vitesse, pour relier Paris-Bordeaux, 2 heures, on met des milliards dedans. Vous la faites, vous faites exploser les loyers dans Bordeaux. Vous repoussez les gens à l'extérieur, les gens ne peuvent pas se loger, vont de plus en plus loin, du coup on leur propose de la terre, des terrains qui sont accessibles, vous bouffez de la terre agricole, etc. Donc c'est pas qu'ici que ça se passe. C'est un problème d'aménagement, c'est-à-dire on a pensé que les métropoles devaient être des espèces de fleurons et que tout allait fonctionner par ruissellement. Et bien on s'aperçoit que c'est pas vrai, que ça fonctionne pas, que ça marche pas comme ça, que si on pense pas à une complémentarité, et il faut effectivement repenser l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à remailler le pays de villes, de bourgs de centralité, qu'on densifie, c'est sûr, en évitant l'étalement urbain. Et plutôt que d'investir dans des routes ou dans la LGV, il faut aussi se dire qu'il faut remettre des trains du quotidien pour permettre aux gens d'aller au domicile travail, ce qui va faire gagner du pouvoir d'achat, ce qui va être bon pour les gaz à effet de serre. Et il est certainement plus utile de mettre 9 milliards dans revitaliser les zones de les lignes de la région que 9 milliards pour garder 40 minutes ou 30 minutes pour faire Bordeaux-Toulouse. Et ça conditionne évidemment le choix que vous faites. Rien que ça, mais on pourrait citer 10 exemples, rien que ce choix-là, il conditionne l'étalement urbain et l'impact que vous allez avoir sur l'aménagement du territoire. Nicolas, pour aller dans le sens de monsieur et continuer à parler un peu de la population et de la démographie, effectivement la population va continuer d'augmenter.
Si on prend l'exemple de la zone ici, par exemple, on sait qu'il va y avoir encore de la pression démographique supplémentaire, pour des raisons, tu viens d'en citer quelques-unes. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, parce que cette pression démographique, est-ce qu'on peut y résister? Est-ce qu'on peut dire non, on est au taquet, stop? Ou est-ce que de toute façon, vu que ça va augmenter, on peut proposer une construction, un habitat différent de ce qu'on a fait jusqu'ici? Et si oui, ben, quel type d'habitat? Quel type d'habitat ne mettrait pas à mal les ressources en eau, etc. Et j'ajouterais quelles sont les limites à la densification. Vous dire que j'ai la solution, c'est pas vrai. J'aurai la solution, je vous la donnerai tout de suite. En tout cas, il faut poser déjà un principe de base, c'est que un territoire ne peut pas abriter plus de population que ses ressources naturelles lui permettent. Ça, c'est une base. Après, ça veut dire faire des choix. Quand vous avez la question de l'eau, est-ce quel type d'agriculture vous choisissez pour réserver de l'eau potable aux habitants, etc. Après, moi, sur l'urbanisation, je suis pas urbaniste et je suis pas architecte. Donc je vais pas aller là-dessus. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est de l'étalement urbain à perte de vue. Pourquoi? Parce que là, je le répète pas, j'ai déjà été assez long sur le sujet, on sait l'impact qu'a sur la biodiversité, et puis surtout quand vous artificialisez les sols, il faut avoir en tête que tous les 10 ans, c'est l'équivalent du Finistère qu'on bétonne. Tous les 10 ans. Donc au rythme, de toute façon, il va y avoir une limite assez vite. Quand vous faites ça, vous empêchez les nappes phréatiques de se recharger. Donc vous posez un problème. De toute façon, parce que l'eau ruisselle, pénètre plus, etc. Et je pense que l'urgence, notamment pour l'urbain ou le périurbain, c'est effectivement de mettre autour de la table un certain nombre de... Et beaucoup de chercheurs proposent des solutions, hein. C'est-à-dire aussi bien comment on densifie dans les bourgs, est-ce qu'on rajoute un étage, est-ce qu'on densifie, est-ce qu'il y a des logements vacants, comment est-ce qu'on continue le lotissement tel qu'on les fait, mais est-ce qu'effectivement on arrive à densifier un peu. Moi j'ai pas avancé là-dessus parce que j'aime pas parler de choses que je ne connais pas parfaitement. Mais en tout cas, il suffit de se renseigner, il y a des solutions. Et surtout, il faut qu'il y en ait. Parce que si on continue tel qu'on le fait là, en privilégiant l'étalement urbain, on va dans le mur, et on sait ici que par rapport aux prévisions, et c'est vrai ici, mais c'est vrai partout, on sait que par rapport aux prévisions d'augmentation de la température, d'ici 2-3 décennies, on va avoir tout simplement des problèmes pour accéder à l'eau potable et boire des ressources vitales. Donc il faut se poser absolument la question. Et à un moment, bien sûr que il faut que les responsables politiques se disent sur un territoire, à un moment, quand on arrive en limite des ressources naturelles, il faut aussi, son rôle, c'est aussi savoir réguler. Oui, en fait, moi ce que je voudrais rajouter quand même à ce discours... Le micro est contre le... Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que, bon, on a parlé de l'alimentaire, etc., mais il y a une question qui est quand même hyper importante aussi et qui est liée à tout ça, c'est la santé. C'est-à-dire que l'utilisation de pesticides, etc., pollue ce qu'on consomme et donc après on se soigne, et y compris en se soignant on pollue l'eau aussi parce qu'on le retrouve après dans les stations d'épuration, etc., les antibiotiques et tout ça. Donc la question de santé est hyper importante et est liée aussi à cette utilisation quoi, qui est catastrophique. Et ce qui n'est pas rassurant, c'est que quand on voit que Bayer, qui est censé nous soigner, a racheté Monsanto, il y a quand même une énorme lutte à mener, quoi. Ils gagnent de l'argent en nous rendant malades et en nous soignant, c'est jackpot. Hein. Ils ont intérêt à ce qu'on vive longtemps, mais malade. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, évidemment. La question des pesticides, et quand on voit le débat actuel où on nous propose à 3 à 5 mètres des habitations, on se demande quand même si... Bon, pas une caméra cachée, quoi. Mais après, ce qui est intéressant dans le débat, parce qu'on est là aussi on est là pour parler biodiversité, c'est que c'est aussi une solution pour se passer des pesticides. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'a fait l'industrie à la brevetabilité, à la breveter en tout cas le vivant, vous avez un certain nombre de catalogues, d'espèces, on a absolument tout uniformisé, et évidemment, vous avez des cultures qui sont très peu résilientes, parce que biodiversité, génétique, etc. Bon. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'espèces
qui ne sont plus cultivés ou moins cultivés et qui permettent, qui sont très adaptés aux aléas locaux, aux climats locaux, etc., à la terre locale, qui sont très adaptés et qui permettent de se passer de pesticides. On a à Agen, vous pouvez le visiter d'ailleurs, il y a le conservatoire végétal régional des espèces végétales. Par exemple, les pommes. En Limousin, il y a dizaines de pommes qui sont cultivées de manière industrielle. Le conservatoire, ils en ont 900. Que des espèces anciennes qu'ils ont sauvées, qui étaient parfaitement adaptées, mais qu'on n'a pas continué à industrialiser. On n'a pas industrialisé parce que la forme ne plaisait pas, parce qu'elle ne se produisait pas assez, etc. Sauf que, en tout cas, elles permettent de se passer beaucoup. Les vignes, c'est pareil. Le maïs, c'est pareil. Donc la biodiversité, c'est aussi une réponse à ça. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas assez souligné. C'est que le fait qu'elles disparaissent, c'est une banque de solutions dont on se prive et qui va aussi notamment permettre de pouvoir penser une agriculture sans pesticides. Parce que l'agriculture de demain, c'est une agriculture diversifiée où on a remis de la diversité, en effet, dans toutes les cultures. Pensez que vous pouvez avoir des champs de maïs à perte de vue qui sont sélectionnés, qui se ressemblent tous, qui sont des clones, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et évidemment, dans ces cas-là, ce sont les mêmes gars qui vendent les semences, qui vous vendent les pesticides qui vont avec et qui après vous soignent. Le modèle économique est assez efficace, mais c'est pas pour le bien commun. Que du bien. Que du bien. Que du bien. Non, parce qu'on a spécialisé les agriculteurs, parce que la politique agricole commune a donné comme premier objectif à l'agriculture d'exporter. Et aujourd'hui, vous avez quand même des situations où, moi je le vois en Poitou-Charentes par exemple, les grands céréaliers ne font pas le choix de ce qu'ils vont planter par rapport au climat, par rapport au sol, etc. Ils font le choix de planter par rapport au cours du marché. Si c'est du blé qui marche bien, si c'est du maïs qui marche bien, etc. Et évidemment, quand on vous dit qu'ils ont besoin d'irriguer en plein été, qu'on vous propose de construire des réserves d'eau comme Sivins, et c'est le cas en Poitou-Charentes, on est en train de se battre contre ça, et qu'on vous dit mais tout ça c'est fait pour exporter du maïs sur le port de La Rochelle, pour l'exporter sur des élevages en Amérique du Sud, et que eux vous envoient le soja qui détruit la forêt amazonienne pour nourrir nos vaches ici, vous dites qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? On a un peu de marche. Parfait. D'autres questions? Je ne sais pas si la ficelle va être assez longue. On va faire une lèvre. Voilà, alors on a 5 minutes parce que monsieur Pagès. Je peux m'arrêter là. Donc j'ai entendu que le conseil régional peut m'aider. Moi, si je veux, sur ma communauté de communes, protéger, enfin qu'il y ait même un développement des terres agricoles, et si je veux que l'on respecte les zones humides existantes menacées, en quoi la région, de quelle façon la région peut m'aider? De toute façon, je ne suis pas élu, je suis un citoyen associatif. Une réponse très, très pratique. On a mis en place un système à la région qui permet de labelliser des territoires, des communautés de communes pour qu'on labellise et qui s'appelle engagé pour la nature. Ça ne demande pas d'avoir un bilan exemplaire, il faut juste la volonté politique. Une fois que la communauté de communes décide et dit moi je veux restaurer mes continuités écologiques, je veux protéger mes terres arables, je veux sortir des pesticides, je veux planter des haies diversifiées, etc., etc. Il peut très bien se passer très facilement un partenariat avec la région, on labellise, et après vous savez c'est comme le système des villes fleuries. Plus vous progressez, plus vous avez un label, et là il y a de l'accompagnement financier et technique. Donc en fait, tout dépend de la volonté politique de la Comcom. Si vous n'êtes pas content de la politique en place, vous présentez. Ou, voilà, qu'est-ce que les je vous dise j'exagère quand je dis ça, c'est un peu de la... Mais je pense aussi d'ailleurs, mais
Mais c'est aussi, en tant qu'associatif, collectif, aller voir les élus et il ne faut pas aussi se raconter de choses. Il y a des élus qui sont aussi, beaucoup d'élus qui ont une oreille, qui ont conscience de ça et qui aussi sont débordés. Il faut aussi se dire que élu local, c'est pas simple. C'est-à-dire, on est débordé, on est dans l'urgence au quotidien, etc. Et parfois, on est très content de voir des collectifs qui viennent porter des projets en disant on peut en faire un lien avec la région, etc. Et il ne faut pas se dire d'avance que ça sera mal reçu. Donc il faut d'abord aller faire la démarche. Et si c'est refusé en bloc, parce que vraiment il y a un problème culturel, là on vient à la deuxième solution que j'ai évoquée en premier. Ce que je viens de dire. Se présenter. Vous présenter. La révolte. Donc j'en parlais une dernière, si il n'y a personne, vous pouvez alors. Une question un peu brutale là pour terminer. Il y a 4 ans, donc il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer et qui s'est vendu à près de 100 000 exemplaires, hein, donc qui a très bien marché. Et donc qui émet l'hypothèse que notre société pourrait bien globalement s'effondrer, disons dans les 10 années qui viennent, hein, c'est-à-dire pas d'hypothétique génération future. Comment tu te positionnes par rapport à cette possibilité d'effondrement de court terme? Alors déjà une remarque sur cette idée d'effondrement. C'est une idée, il faut quand même toujours rajouter que c'est très anthropocentré. Parce que les espèces vivantes vivent depuis des décennies, des effondrements elles aussi. Donc ça ne concerne pas que l'humain. Ensuite, il n'y a pas d'avis là-dessus. Il suffit de lire les rapports scientifiques. Quand on voit ce qui est sorti ce matin, 7 degrés à échelle 2100. Quand vous aviez 4 degrés de moins en Europe, la mer était 100 mètres plus bas et la banquise était à Marseille. Ça, c'est 4 degrés de moins. Ça s'est passé en 20 000 ans. Là, on vous dit qu'il y a 7 degrés de plus en 100 ans. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'il va y avoir un vrai sujet. Si vous savez, par exemple, un rapport précédent du GIEC montrait, et il faut bien comprendre que un demi-degré est extrêmement important. Quand le GIEC a sorti un rapport intermédiaire où il a fait un focus sur l'océan. Et il montrait que à 1,5 degré d'augmentation d'ici la fin du siècle, 1,5 degré, on perdait la moitié des coraux de la planète. À 2 degrés, c'était 100%. Les coraux, ce sont les forêts primaires, en termes de biodiversité, des continents. Si vous n'avez plus de coraux, vous brisez la chaîne alimentaire. Et si vous n'avez plus de ressources halieutiques, avec les milliards d'habitants qui aujourd'hui dépendent, qui vivent sur les côtes, vous allez automatiquement engendrer des déplacements massifs de population. Et quand on voit qu'en France, on a un problème pour accueillir 17 000 personnes ou 20 000 personnes que l'Europe nous a fixé et que on parle de grands remplacements, on rêve. On parle là de 250 millions de gens d'ici 30 ans. Donc moi je ne crois pas, pour répondre précisément, je ne crois pas à la disparition de l'espèce humaine. 7 degrés Mais tu auras toujours des îlots. Oui. Mais 7 degrés, de toute façon, il ne faut même pas à peine parler de ça, parce que 7 degrés, c'est... Voilà. Mais globalement, quand on parle de collapsologie et d'effondrement, je ne crois pas à la disparition de l'espèce humaine. Par contre, je pense que si on continue comme ça, d'ici 1 décennie ou 2 décennies, c'est difficile à évaluer, 3 décennies, c'est l'effondrement du système tel qu'on le connaît qui va effectivement avoir lieu. C'est-à-dire, et évidemment, les démocraties vont vaciller, et derrière, et même les collapsologues ont du mal à le dire, qui travaillaient sur le sujet, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, ce sujet, il est tranché scientifiquement. Il n'y a pas de société stable. Et ça, c'est vrai pour les Romains, pour les Incas, ça a été vrai pour tout le monde. Il n'y a pas de société stable dans un environnement dégradé. Ça, c'est une certitude scientifique. Bien, écoute, merci beaucoup pour ces interventions. Merci pour vos questions de grande qualité et de grands applaudissements à notre intervenant. Merci. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Où tu vas? Quel petit? Ah ouais, parce que... Non.
En fait, depuis la rentrée, on n'a pas vu la petite. C'est toi qui me l'as moi, on a fêté, regarde. On a fêté ces... Voilà, vous avez juste une minute pour vous lever, vous rafraîchir, dégourdir les jambes et vous rasseoir pour écouter l'intervenant suivant, Monsieur Pagès. Il y en a une, elle lève le poids, elle est magnifique. Ça passe vite. Voilà, on ne vous laisse pas beaucoup de temps parce qu'on va essayer de respecter le timing de la caravane puisque la Vélorussion démarrera à 18 h d'ici. Voilà, donc on a une toute petite heure pour traiter le sujet du transport et de la périurbanité, de la relation métropole et rurale et intra-rurale aussi. Donc c'est Monsieur Pagès qui va se charger de vous présenter le sujet et surtout de répondre à vos questions. Et c'est Monsieur Antonin Bourret de Vivre entre deux mers qui sera le modérateur. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous n'aurez pas grand-chose à modérer, hein, sinon mes propos. Vous avez bien choisi l'endroit effectivement pour parler de mobilité puisqu'on est coincé entre une circulation avec un certain nombre de décibels qui sont à la limite du supportable et puis d'autre part un exemple de cheminement doux qui était auparavant effectivement un cheminement de fer. Bon, très bien. Alors, pour introduire le sujet, moi je suis élu local, hein, je suis maire de Madirac, je suis vice-président de la communauté de communes du Créonais, mais c'est plus en tant que citoyen que je souhaiterais m'exprimer ce soir, parce que mes idées ne sont pas forcément ni connues ni partagées. Comment dire? Je vais dire d'abord que je suis plutôt un pessimiste actif ou un optimiste raisonné. Pardon, oui, j'ai besoin de 2 ou 3 bricoles pour mes notes, c'est bon, merci. Que les références que je vais vous donner sont des références de personnes qui ont écrit des bouquins savants, l'un sur la France périurbaine, qui est un sociologue urbain qui s'appelle Jean-Marc Stébé, qui a fait une très bonne analyse effectivement de la périurbanité et de ses problèmes, notamment de la mobilité. Et puis le deuxième, bon, il est plus connu, c'est un géographe, c'est Christophe Guilluy, qui a écrit notamment quelque chose qui est important, qui nous amène à réfléchir, même si tout à l'heure on parlait de la fin ou pas de la fin de l'humanité. Ça s'appelle en tout cas la fin de la classe moyenne occidentale. Et cette classe moyenne, effectivement, on la retrouve de manière importante dans les zones périurbaines, puisqu'on est aujourd'hui une zone plutôt périurbaine ou une France périphérique. J'aime pas trop le terme, mais bon, j'en ai pas trouvé d'autres. Alors, les généralités, vous les connaissez, effectivement, c'est les déplacements pendulaires. Bon, je prends juste un exemple de ma commune, il y a 92 familles, il y a 149 voitures qui partent tous les jours. Donc, les déplacements pendulaires, ensuite, c'est effectivement les bouchons, les horaires, le stress, la fatigue. Et tout ça pourquoi? En général, c'est pour réaliser un projet de vie qui est un projet à 300 000 €, 100 000 € de terrain, 200 000 € de maison, sur des surfaces qui, effectivement, vu les prix, ont tendance à diminuer. Et le rêve, c'est de devenir propriétaire avec un bout de jardin qu'on s'empresse de massacrer dès qu'on est installé dedans. On coupe, parce qu'effectivement, les arbres, ça a des arbres, les arbres, ça a des branches, ça a des feuilles.
c'est embêtant, ça fait de l'ombre. C'est moi ce qu'on me dit dans ma commune, donc il faut couper les arbres. Et puis si on a une haie, on la coupe parce que c'est embêtant, il faut l'entretenir. Puis c'est quand même mieux de regarder chez le voisin. Et puis si on a un jardin qui n'est pas nettoyer un jardin, c'est une véritable insulte. C'est une insulte à la nature. Mais par contre, il faut des jardins nettoyés. Donc c'est un petit peu les phénomènes périurbains avec des gens qui effectivement sont dans leur véhicule. On parle de néo-ruraux, on parle de périurbains. Pour moi, c'est plutôt très souvent des barbares urbains. Et tous les matins, ils sont dans leur petite voiture et ils partent pour travailler. Leur auto, c'est leur cocon. J'ai même un autre terme un petit peu osé qui est l'utérus de l'adulte. Et on se rend à son travail et on fait 30 km, 40 km, 50 km, parfois exactement à l'exact opposé d'où on habite. J'ai remarqué par exemple à Madirac qu'il y avait des gens qui habitent Madirac mais travaillent sur Mérignac. Donc je leur dis c'est bien, vous avez le choix. Vous passez par où pour la rocade? Pont d'Aquitaine ou l'autre? Pour Mitterrand. Donc on a le choix, soit un trajet horaire, soit un trajet anti-horaire. C'est la seule variation qu'ils peuvent avoir dans leur vie triste d'automobiliste au milieu effectivement des camions espagnols, lituaniens, portugais, etc. Donc je dirais que si ces périurbains faisaient un vrai calcul, moi je me suis amusé à calculer combien ça leur coûtait. Et d'ailleurs je ne suis pas le seul, puisque si vous regardez la publicité qu'a fait Blablacar et qui date d'hier, Blablacar vous dit la chose suivante. On a aujourd'hui sur Paris, ils prennent l'exemple de la région parisienne, 1,1 occupants par véhicule. Si on passait à 1,7 occupants par véhicule, on éliminerait les bouchons à Paris et ça ferait faire une économie aux gens qui n'utiliseraient plus leur voiture de 250 € par mois. Acceptons que c'est 250 € par mois. Si c'est un ménage avec 2 véhicules, ça fait 500 € par mois. 500 € par mois par rapport au projet immobilier dont on parlait tout à l'heure à 300 000 €, avec un endettement à 90% sur 25 ans, je vous fais le calcul, je l'ai fait, c'est 700 € de remboursement. Bah, une partie, effectivement, pourrait être remboursée en achetant probablement, peut-être pas une maison avec un jardin, mais autre chose, ou en restant locataire. Et donc, il y a des vrais calculs économiques à faire passer pour ramener à la raison des aspirants propriétaires qui, une fois qu'ils ont remboursé leur crédit, devront effectivement remodifier leur maison, parce que leur maison ne sera plus en état de supporter notamment, par exemple, les variations du climat, les changements climatiques, l'absence de l'eau, etc., etc. Ça, c'est vraiment les phénomènes qui, effectivement, amènent ensuite à avoir ce défilé ininterrompu de véhicules. Je crois qu'on en a un petit peu plus de 9000 sur la 671 et on en a un petit peu moins de 8000 sur la D14. Enfin, ça dépend de là où on mesure. Je vous conseille pour ça d'aller sur le site du CRD, du Centre routier départemental, où vous avez effectivement un volet statistique avec toutes les statistiques de circulation sur toutes les routes départementales de la Gironde. C'est extrêmement instructif et à regarder. Donc pour continuer, effectivement, ces périurbains qui utilisent leur voiture quelquefois à des vitesses indécentes, on va dire, contre lesquelles d'ailleurs les élus ne peuvent rien faire, sinon déplorer effectivement et en priant et en croisant les doigts tous les matins qu'il n'y ait pas un accident mortel dans lequel bien entendu on viendrait chercher leur responsabilité parce qu'ils n'auraient pas repeint le passage piéton, parce qu'ils n'auraient pas mis les ralentisseurs, parce qu'ils n'auraient pas fait les écluses, parce qu'ils n'auraient pas prévu au budget telle et telle chose, etc. Quand même ce sujet qui nous préoccupe à nous élus. On va donc se retrouver avec des automobilistes principalement, puisqu'on est dépendant du véhicule individuel, qui sont aujourd'hui dans un monde d'incertitude. Un monde d'incertitude qui est renforcé encore par des événements sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Savoir si effectivement les drones qui ont pilonné une raffinerie en Arabie Saoudite a été envoyé par tel pays ou tel pays, pour nous, d'une certaine manière, c'est pas indifférent si effectivement on s'intéresse à la géostratégie mondiale ou à la géopolitique mondiale, mais ça a quand même un effet direct, c'est qu'il va y avoir une augmentation du prix à la pompe sur nos portefeuilles de manière extrêmement rapide. Je crois même que ça a déjà commencé. Et ce ne sera pas, comme le disait Madame Borne ce matin sur France 2, à je ne sais plus comment ça s'appelle, la vérité ou les 4 vérités, ce ne sera pas quelques centimes, ça risque d'être plutôt près de la dizaine de centimes d'euros. Donc faut-il en fait arriver, parce que ça peut être également une optique punitive, de dire il faudrait peut-être avoir effectivement le litre de carburant à 2 €, 2,50 €, 3 € pour calmer effectivement les ardeurs des automobilistes et trouver autre chose. Deuxième sujet, c'est que effectivement les automobilistes se posent la question de savoir si le mode de transport qu'ils utilisent est pérenne ou pas, ou s'il doit être changé.
Et là, on a à peu près tous les cas de figure qui se posent. Alors on leur dit, bah, véhicule électrique, oui très bien, mais véhicule électrique c'est très cher, c'est 10 à 15 000 euros par rapport à un modèle standard aujourd'hui à essence, et tout le monde ne peut pas se le payer. Alors on leur dit également technologie hybride, mais on leur dit aussi, vous savez, c'est une technologie de transition. Et en fait, on s'aperçoit que c'est assez vrai, parce que les véhicules hybrides, à l'exception de quelques-uns, je crois qu'il y a 2 modèles auxquels je pense, qui sont des modèles japonais, sont des véhicules qui effectivement sont plutôt de ce qu'on appelle des SUV, et donc gourmands en carburant, puisque en général, leurs propriétaires n'utilisent pratiquement pas la fonction électrique, mais roulent avec un carburant normal. Ensuite, effectivement, il y a les hypothèses un petit peu scientifiques, utopiques ou pas, de dire le véhicule à hydrogène, qui normalement serait non polluant. Et puis, il y a effectivement tout ce qui touche directement l'industrie automobile, parce que l'industrie automobile, c'est un lobby puissant, c'est aussi beaucoup d'emplois, c'est des usines. Pas forcément en France, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont été délocalisés, mais c'est une industrie importante. Et le lobby de l'automobile a fait un calcul, il faudrait 255 milliards de dollars pour pouvoir effectivement effectuer la mutation vers des modes de véhicules plus économes en énergie et en tout cas moins polluants. Donc ce qui veut dire effectivement des renchérissements de coûts nous ne pouvons pas forcément, auxquels nous ne pouvons pas forcément accéder. Donc, il y a malgré tout, si vous voulez, sur la mobilité, des réponses qui sont certes insuffisantes aujourd'hui, mais qui vont dans le bon sens. Mon option et mon opinion, c'est qu'il faut effectivement pousser certaines de ces options et les combiner entre elles de manière un petit peu plus organisée. Alors qu'est-ce qu'on a? On a effectivement facilité des déplacements, par exemple avec des zones de covoiturage. Mais encore faudrait-il qu'en amont, on ait organisé le covoiturage. Alors le covoiturage, il n'est peut-être pas forcément organisable par des grandes sociétés comme Blablacar ou autres, qui ont plutôt fait du covoiturage de point à point longue distance, mais c'est plutôt du covoiturage de proximité qui peut reposer également sur des contacts sociaux ou des contacts amicaux ou des contacts de proximité, mais qui pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que je suis prêt à partir le matin avec mon voisin, puisqu'on travaille à peu près dans le même secteur. Il va me déposer en route, mais le soir, mon voisin il a rendez-vous chez le dentiste, alors que moi il faut que j'aille récupérer mon enfant à la garderie. Comment je fais? Et donc on n'a rien prévu, par exemple, pour récupérer des naufragés du covoiturage qu'on pourrait retrouver à certaines zones, qui pourraient être des zones de covoiturage ou des arrêts de bus. Enfin, il faut imaginer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec tous les petits édicules publics qui sont utilisés aujourd'hui. Deuxième chose, on dit on va augmenter les cadences d'écart. Ouais, c'est bien, sauf que l'écart, à un moment donné, il se retrouve effectivement dans les bouchons. Je ne veux pas stigmatiser, j'ai pris hier le 407 pour regarder, je suis parti à 8h15, je suis arrivé à 10h à Bordeaux. 8h15, 10h. Effectivement, il y avait un bouchon. Pourquoi il y avait un bouchon? C'est parce que le pont Chabandelmas était fermé. Il était fermé pourquoi? Pour laisser passer un bateau de croisière. Est-ce qu'on peut accepter effectivement que les bateaux de croisière peut-être accostent durant la nuit plutôt que dans la journée, alors qu'on a 600 personnes qui bloquent plus de 4000 ou 5000 véhicules derrière? Ce sont des sujets simples, ce sont des sujets à discuter entre élus, en tout cas, mais en tout cas, c'est des sujets qu'il faut peut-être faire remonter. Ce n'est qu'un exemple. Les plans vélos, alors c'est très bien, on en rêve parce qu'on a une piste. Ensuite, j'entends tout. J'ai des collègues qui me disent, bah oui, très bien, on pourrait peut-être aller, les enfants pourraient peut-être aller de Baron au collège à vélo. Bon, très bien. Ce sont manifestement des gens qui ne sont pas montés sur un vélo depuis longtemps. Parce que c'est vrai que venant de Baron, on a une belle descente, là où il y a, en bord d'arrivée à Cursan, mais par contre, la remontée de l'autre côté sur Créon, je peux vous dire qu'elle est rude. C'est une pente à 7%. Je sais de quoi je parle, je fais 35 à 40 km de vélo tous les jours, donc je vois bien ce que c'est. Et je ne vois pas un gamin tous les jours aller au collège alors qu'il est sous la pluie, qu'il y a du brouillard, qu'en plus la circulation est extrêmement dangereuse. Moi, chaque fois que je prends des départementales, c'est terrifiant. Et donc, on n'a pas effectivement aménagé des dispositifs cyclables. Alors, on me dit également, bon, le véhicule à assistance électrique. Oui, d'accord. Mais le véhicule à assistance électrique, ça pose aussi des problèmes, à la fois des problèmes d'investissement, parce que c'est quand même cher, et puis deuxièmement, de recyclage des batteries, de recharge, de machin, etc. Compliqué. Et puis quand il n'y a plus de batterie, il faut pédaler, et comme c'est un vélo qui pèse 5 kg de plus que les autres, c'est quand même un peu lourd. Et puis ensuite, on a des utopies qui sont
intéressante, mais financièrement un peu irréaliste. Par exemple, bon, c'est vrai, remettre un train à l'emplacement de la piste à Pébis, c'est très bien, sauf qu'effectivement, il faudrait des cadences élevées, il faudrait au moins 2 voies, et je vois pas comment on installerait 2 voies ici. Bon, exemple, il y en a plein. Ensuite, on dit, bah, effectivement, les gens qui travaillent sur le territoire, qui font des déplacements pendulaires, il faudrait relocaliser les emplois sur le territoire. Oui, très bonne idée, sauf que bah, les gens, ils sont employés dans des entreprises qui ne sont pas forcément localisées sur le territoire. Et si je prends juste une statistique, et je finirai avec ce chiffre, pour planter le décor, monsieur le modérateur, c'est de dire qu'on a 17 000 habitants sur le Créonnais, qu'on a 9 500 actifs, mais qu'on n'a que 3 500 emplois sur le Créonnais. Et sur ces 3 500 emplois, il y a 700 personnes qui viennent d'autres territoires pour venir les occuper. Voilà, vous avez un peu planté le décor. Maintenant, je suis à votre disposition pour discuter et pour effectivement répondre à vos questions, observations, et qu'on engage le dialogue. Donc la deuxième question tout de suite. Ou la troisième. Oui, moi je vous dirais que la campagne doit rester campagne. C'est un petit territoire, la France, il ne faut pas l'oublier. Que la campagne, il y en a besoin pour nourrir, il y a tellement de bouches à nourrir. Et en tant qu'économie d'énergie, il vaudrait mieux avoir tout ce qu'il faut sur place que de faire venir du lait de chèvre d'Allemagne, du lait de vache du nord de la France, avec des semi-remorques et bien d'autres, comme vous disiez tout à l'heure d'ailleurs. Donc la campagne doit rester la campagne. Et puis ceux qui veulent travailler en ville, ils vont travailler, ils restent en ville. Par contre, pour se reconvertir, il manque des paysans. Pourquoi ils ne se reconvertiraient pas ces gens en paysans? C'est trop pénible peut-être? Allez, merci. Je ne répondrai pas parce que j'ai stigmatisé les apprentis paysans qui rejoignent ces territoires et je peux vous dire que parfois c'est un véritable massacre de la nature. Enfin bon, c'est un autre sujet, c'est pas un sujet de mobilité. Non, ils ne sont pas. Objectivement, ils ne le sont pas. Il y a une initiative que je trouve intéressante, mais que je n'ai jamais vue ici, c'est ce qu'on appelle Réseau Pouce. Je ne sais pas si vous connaissez. Justement par rapport à cette problématique que je trouve, parce que moi je peux l'avoir, me dire, ben ok, moi à l'aller c'est bon, par exemple je prends le bus, mais sur le retour par rapport à mes horaires ou le covoiturage, voilà, c'est ça, c'est la problématique de la flexibilité en fait. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est un système qui pourrait se mettre en place? Je ne connais pas les modalités, est-ce qu'il y a autre chose? Alors il y a plein de systèmes qui existent, qui ont été développés par des collectivités locales, parfois par des communes. Moi ce que je crois, c'est que sur ces systèmes-là, il n'y a pas un système qui va marcher. C'est une infinité de systèmes qui donnent de la flexibilité. Mais pour avoir de la flexibilité, il faut qu'on accepte une certaine forme de désagrément sur ce que j'appelle l'intermodalité. C'est-à-dire pas hésiter à avoir à changer 2 ou 3 fois de mode de transport. Et en réalité, nos concitoyens qui sont obligés de prendre leur voiture de plus en plus tôt le matin pour rentrer de plus en plus tard le soir, ils veulent absolument aller d'un point à un autre sans changer de véhicule, parce qu'ils sont dans leur cocon, c'est bien, etc. Et donc ils s'habituent au bout d'un moment aux contraintes. Moi, je ne veux pas me donner en exemple. Moi, je ne vais jamais à Bordeaux, je vais jusqu'aux portes de Bordeaux en voiture, et ensuite je me déplace uniquement en vélo, avec un vélo pliant, et uniquement en transport en commun. Et quand je vais à Paris, c'est pareil, je prends le train et pas de problème. Je dis simplement, j'accepte, si vous voulez, l'intermodalité, même si c'est une contrainte, même si je sais que je vais perdre 5 ou 10 minutes. Mais c'est rien, ces 5 ou 10 minutes. Parce que d'abord, je vais faire de l'exercice si je suis en vélo, et puis ensuite, les transports en commun, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins cher que d'avoir une voiture, d'aller jusqu'au centre, de gaspiller du carburant, de se payer un péage au parking, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est économiquement, si vous voulez, intéressant. Alors pour revenir aux solutions, si on prend le covoiturage, c'est pas une solution de covoiturage, mais c'est des solutions de covoiturage. Et surtout, peut-être, ne pas hésiter à penser que sur un trajet dans lequel on covoiture pas sur la totalité du trajet, mais sur un certain nombre de segments. Alors je me suis amusé par exemple entre le Créonnais et Bordeaux à faire une carte des segments.
en ayant l'idée de dire, pour lancer le projet, il faut peut-être donner une petite carotte aux personnes qui acceptent de covoiturer. Puisqu'on ne peut pas leur réserver une voie en site propre, une voie réservée qui serait celle des bus, etc., comme ça se fait aux Pays-Bas, comme ça se fait en Suède, c'est leur dire, bah, par exemple, sur ce trajet, si vous prenez quelqu'un, vous allez avoir une cagnotte de 20 centimes d'euros, puis là-dessus 40 centimes, puis là-dessus, etc. De manière à pouvoir les inciter à prendre des gens. Après, il y a le problème, effectivement, que vous citiez et que vous rapportiez, de flexibilité par rapport au retour. C'est-à-dire, vous partez le matin en bus, vous allez rentrer le soir en covoiturage, vous partez le matin en covoiturage, et vous allez rentrer le soir en bus. Dans le sens aller, c'est ce qu'on a de moins problématique. C'est ce que les gens disent, en tout cas, hein, dans les enquêtes qu'on peut faire. Moi, j'ai fait une enquête auprès de mes habitants dans laquelle j'aurais posé la question. Donc, je me base sur cette enquête, puis je me base sur un certain ressenti, on va dire, de bon sens. Par contre, le retour, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le retour, vous n'avez pas forcément le covoitureur qui va bien. Et puis le covoitureur qui pourra aller bien, il n'est pas forcément sur l'application que vous allez utiliser. Parce que forcément, on va passer par une application sur smartphone. Mais c'est exactement la même chose que pour les transports intracommunautaires. Je veux aller, par exemple, de Sadirac à Camblan. J'ai forcément quelqu'un qui va de Sadirac à Camblan. Et comment je sais qu'il y va? Et comment il se repère? Et comment il dit qu'il y va? Et à quelle heure? Etc. etc. Alors, moi, j'ai essayé de faire ça avec des habitants de mon village. En leur disant, mais téléphonez-moi si vous allez à tel endroit. Ouais, mais on a peur de vous déranger. Je m'en fiche, puisque je vous le propose. Donc, essayons de le faire. C'est compliqué parce que les gens n'osent pas. Bah ouais, ils n'osent pas. C'est comme ça. C'est peut-être que je suis impressionnant, ou maire, ou je sais pas quoi, mais c'est pas le sujet. C'est qu'il faut simplement pouvoir dire simplement, bah écoutez, j'ai besoin effectivement de ça, faisons-le. Cet après-midi, je l'ai fait pour quelqu'un qui devait aller à Créron. J'ai attendu un petit peu, c'est pas grave, et puis je l'ai ramené, etc. Donc on arrive à trouver des solutions. Alors, ce sont des solutions de voisinage. Comment faire en sorte que ces solutions de voisinage deviennent, j'ai osé un grand mot, industriel. Donc c'est pas une application, mais c'est probablement des tas d'applications. Alors je peux vous en citer quelques-unes. Vous en avez une qui, par exemple, qui s'appelle Carrosse, qui est fait sur du covoiturage de proximité. Vous avez également un élu en Bretagne qui a développé une petite application de covoiturage pour sa commune avec les habitants de sa commune. Donc on a ces exemples-là. Le problème, c'est qu'il faut arriver à les importer et qu'il faut arriver à les loger dans les interstices des compétences qu'il y a à droite, à gauche, l'une sur la mobilité, l'autre sur les transports, l'autre sur le truc, etc. Au bout d'un moment, on ne s'y retrouve plus. Et on a beaucoup de mal entre départements, conseil régional, communauté de communes, communes, etc., à fixer les choses. Donc je pense que c'est des mouvements comme ceux que vous initiez qui peuvent permettre, s'ils sont étayés un petit peu solidement sur des techniques qui ont fonctionné ailleurs et qui sont réplicables sur le territoire, qui pourront faire avancer les choses. Mais très franchement, je vous dis, moi je suis un jeune élu, j'ai été élu en 2014 et je suis un petit peu triste de voir que la France n'est pas plus innovante que ça, notamment au niveau des élus. Donc ça, c'est mon constat personnel en tant que citoyen. Voilà ce que je voulais vous répondre là-dessus. Mais après, bon, je peux rentrer dans le détail, effectivement, de Carrosse ou de la description de ces applicatifs. Ça risquerait d'être fastidieux et d'embêter tout le monde, mais c'est des choses qu'il faut travailler. Ça se travaille et ça s'organise. Et c'est une organisation qui est compliquée, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est bon, il faut croiser beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, etc. Après, vous avez d'autres alternatives. Très souvent, moi, une fois sur deux, quand je pars, par exemple, de Madirac, quand je vais à Bordeaux, je prends le train. Je prends le train Beau-Tiran. Je suis à 12 minutes de Beau-Tiran en voiture, j'ai un parking gratuit, j'ai le train qui m'amène en 10 minutes à la gare Saint-Jean. Si je reprends un TGV où j'ai un battement de 10 minutes, je suis en moins de 3 heures entre Madirac et Paris. C'est tout. C'est des trucs où il faut effectivement échanger. Là aussi, échanger entre citoyens, entre utilisateurs, sur comment tu fais, qu'est-ce que tu utilises, comment ça peut marcher, etc. Alors avec un effet qui est très dangereux, c'est l'effet Waze. Parce que Waze, tout le monde est sur Waze, donc Waze envoie tous les gens sur un itinéraire, puis quand l'itinéraire est plein, il envoie tous les gens sur un autre itinéraire. Bon, après, je ne vous parlerai pas de mes utopies qui sont de mettre à sens unique la D14 et la D671 le matin dans un sens et le soir dans l'autre sens. Mais ça se fait, hein. Ça existe en Suède. Donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire ici. C'est de la signalisation et un petit peu d'imagination.
j'ai peut-être raté quelque chose dans votre conférence. Comment vous impliquez vos citoyens dans justement cette problématique? Est-ce que vous avez mis en place des assemblées citoyennes? Est-ce que vous avez mis quelque chose? Parce qu'à plus nombreux, on est souvent plus intelligents. Non pas que vous ne le soyez pas. Hein. J'ai essayé, j'ai un témoin ici. Les habitants, quand ils arrivent, ils me demandent bon, alors Internet. Bah oui, on a Internet, on a même la fibre jusqu'au nœud de raccordement abonné, et là, on est en train de déployer la fibre. Bon, très bien. Donc, on va vous inviter effectivement à une conférence sur la fibre. Vous vous souvenez combien on était de Manirac, hein? On était 3 dans la salle. Voilà, la réponse, elle est là. Même sur des trucs qui les touchent directement, sur lesquels ils vous posent des questions sur lesquels vous dites, vous êtes 3. Donc, moi, je veux bien, oui, on peut essayer. Mais après, voilà, il faut avoir le temps de le faire, il faut avoir des gens avec vous, etc., qui vous épaulent. Bon, c'est pas toujours forcément le cas. Et je ne fais pas une conférence, bien entendu, je réponds à vos questions. Donc avant vous, il y avait donc un intervenant, Nicolas Thierry, qui évoquait un certain nombre de sujets liés à la biodiversité, mais aussi au changement climatique. Donc il nous disait qu'il avait vu une nouvelle étude du GIEC ce matin qui évoque. Il y a le GIEC qui nous dit qu'on a globalement 10 ans pour changer radicalement de modèle social et économique. Les transports, alors j'ai plus le chiffre précis, je crois que c'est de l'ordre de 30% du production de CO2, enfin il me semble. Non, c'est moins, 20%. Après ça dépend des critères peut-être. Ok. Bon, je pense que c'est plus, mais c'est pas un souci. Ouais. Okay. Ah ok, moi j'étais transport global. Avec les transports maritimes, ça augmente largement, je crois qu'on doit friser effectivement les 26 ou 27. Ok, voilà, on est d'accord. Ok. Que je vérifie. Donc, est-ce que finalement, là l'objectif, c'est pas la disparition de la voiture, notamment en ville? Alors c'est sûr qu'à la campagne, on peut difficilement s'en passer. Mais effectivement, et on voit toutes ces politiques qui sont menées à Paris ou ailleurs, même Bordeaux, qui ont fait diminuer de moitié le nombre de voitures présentes dans les villes. Donc effectivement, est-ce que l'objectif à relativement court terme, ce serait pas de faire disparaître les voitures particulières pour les remplacer effectivement par des transports en commun, avec l'exception des zones rurales? C'est une bonne question, mais là aussi, il ne faut pas tomber dans l'utopie de vouloir le faire directement, très vite. C'est pas possible, je pense que c'est un changement graduel. Pourquoi? Parce que si vous voulez, vous avez deux sortes de mobilité. Vous avez une mobilité qui est choisie et une mobilité qui est contrainte. Les urbains, c'est une mobilité choisie. Ça s'appelle d'ailleurs même le nomadisme. On est nomade. Alors, vous avez tout, vous avez les gyropodes, vous avez les trottinettes, vous avez effectivement tous les trucs et l'attirail parfait avec le sac à dos, l'Apple, le machin, etc. Des caricatures. Ça, c'est une caricature de nomade. Et qui, en fait, empoisonne un petit peu la vie des piétons, malheureusement. Donc ça, c'est une mobilité qui est choisie, qui est délibérée, qui est voulue, et en fait, qui est une pseudo-mobilité. Parce qu'il bouge, je dirais, pas en dehors d'un certain périmètre. Nous, on a une mobilité qui est contrainte. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement parce que les solutions qu'on invente, même le covoiturage, il repose sur la voiture. Même les transports, ça repose sur de la consommation de diesel, etc., etc., etc. Donc, on est obligé de penser à un moment donné par un mode de déplacement, alors qui sera, j'espère, électrique, si on arrive à une certaine vertu sur la requalification des batteries et leur traitement en fin de vie. Et sinon, c'est le moteur thermique, hein, le moteur à explosion qui a démarré dans les années au début du XXe siècle et puis a connu son heure de gloire, puis aujourd'hui est effectivement mis en question. Mais aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'autres alternatives crédibles. Je les ai citées au début en disant c'est des alternatives possibles, mais extrêmement coûteuses. Je rappellerai quand même une chose, c'est que je crois que c'est en 1903, la première voiture à atteindre le 100 km/h, ça a été une voiture électrique. Un Belge qui s'appelait Camille Genazzi, et sa voiture s'appelait la Jamais Contente. Voilà. Donc, les véhicules électriques, eh bien, c'était 1/3 de la production de véhicules avant la Première Guerre mondiale. Retour de l'histoire. Le thème là que je voudrais voir, c'est l'accessibilité. Parce que je la pense à différents niveaux. Vous parliez de tous les outils via Internet, des différentes plateformes. Sauf que y a des personnes qui ne sont pas lettrées par rapport à l'informatique et surtout, par exemple, les personnes âgées qui peuvent avoir besoin d'être transportées.
L'accessibilité, parce que certaines personnes physiquement ont peut-être pas, ça fatigue beaucoup le multimodal, passer d'un à l'autre. Moi je suis remontée en Bretagne en multimodal, mais alors voilà. Et donc je pense que l'accessibilité aussi par rapport à certains services qui nous obligent à aller à Bordeaux. Enfin, ça fait qu'1 an et demi que je sois ici et je trouve qu'il y a une centralisation au niveau des services publics qui fait qu'on est toujours obligé d'aller là-bas. Donc voilà, c'est une question avec plusieurs sujets. Oui, alors c'est une question qui est un petit peu au-delà de la mobilité, mais qui, moi, me préoccupe beaucoup. Il y a une fracture numérique physique et une fracture numérique intellectuelle. La fracture numérique physique, c'est les gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas d'accès à un smartphone et donc ils ne peuvent pas avoir d'accès à certaines applications. Et puis on a la fracture numérique culturelle, qui est le fait que même s'il y a des gens qui possèdent ces outils, ils ne savent pas forcément s'en servir. Et alors curieusement, la fracture numérique, elle n'est pas caricaturalement chez les seniors. Au contraire, on a de plus en plus justement de fractures numériques constatées au niveau des jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes, par exemple, qui ne savent pas envoyer un email. Parce que leur culture, c'est effectivement la culture de la petite poussette, comme disait le regretté Michel Serres, qui est effectivement la culture du smartphone pour envoyer des SMS avec Instagram, réseaux sociaux, etc. Et puis une aide à la saisie qui est d'ailleurs extrêmement marrante quelquefois sur les messages qui sont envoyés. Par contre, c'est vrai que pour un certain nombre de personnes, notamment en zone rurale, qui sont seniors, c'est très difficile. Moi, j'ai des gens, des habitants de ma commune qui n'ont pas d'adresse mail. Alors, il y en a qui sont venus me voir en me disant, tiens, j'aimerais bien profiter de l'occasion de l'isolation pour 1 €. Bon. Alors, je leur dis, très bien, on va créer le truc, mais vous avez une adresse mail? Non, j'ai pas d'adresse mail. Ah, comment je fais? On peut pas. Mais vous pouvez pas en créer une? Alors, il y en a créé une sur la mairie, machin, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Il a fallu téléphoner, expliquer. Bon, j'espère qu'il aura cette solution. Moi, j'ai beaucoup regretté qu'on ait eu une initiative qui était une initiative portée par les bibliothèques dans le Créonnais, qui permettait justement de travailler sur la fracture numérique, et que cette initiative, on a dit, on la traitera plus tard. Pour moi, c'est maintenant qu'il faut la traiter. C'est hyper important, parce qu'en fait, c'est une course de vitesse entre la numérisation et la digitalisation des services publics, qui va de plus en plus vite, sur les impôts, sur les aides sociales, etc., etc., même sur les prises de rendez-vous. C'est un phénomène complexe qui demande une certaine dextérité. Hein. C'est un peu comme tous les distributeurs automatiques que vous avez, etc., quelquefois. Il faut être polytechnicien pour comprendre comment ça fonctionne. Hein. Allez regarder par exemple les bornes de stationnement à Bordeaux, c'est pas simple. Hein. Et vous savez pas comment payer. En plus, quand vous avez le soleil dans l'œil, c'est quelque chose de tout juste pas possible. Donc ça, ce sont des sujets où effectivement vous avez des produits géniaux qui ont été fabriqués pour les adeptes de la mobilité choisie, ceux que je stigmatisais tout à l'heure, qui les utilisent pas forcément. Donc on est dans une technosphère qui effectivement est très développée. Là, on est en train de respirer plein de CO2 avec la file est longue. Ça commence à bas au passage. Et puis voilà. Et puis d'autres effectivement qui n'ont même pas les outils ou qui savent même pas comment s'y prendre et qui n'ont pas l'aide. Mais bon, moi j'essaye de les aider, mais il y a des moments où vous passez une frontière entre celle où vous êtes élu et celle où vous êtes réellement conseillé, notamment par exemple quand vous avez aidé à remplir une déclaration de revenus. C'est quand même extrêmement délicat. D'accord? Et on n'a pas le support là-dessus. Donc à mon avis, cette rupture de la fracture numérique culturelle, elle va prendre du temps, mais il faut qu'on s'appuie à fond sur ce qui peut exister dans le public. C'est pour ça que ce qui avait été proposé sur le réseau des bibliothèques me paraissait intelligent. Mais bon, j'espère que l'année prochaine, ce sera mis en œuvre. Voilà ce que je peux vous répondre là-dessus. Après, ce sont des solutions qu'il faut peut-être travailler au niveau communal avec des gens qui soient un peu tuteurs ou qui aident. Mais il y a très souvent des problèmes de confidentialité qui sont délicats à traiter. Et donc, il faut peut-être avoir des tiers de confiance spécialement formés là-dessus. Comme on a, je sais pas, des modérateurs, comme on a des animateurs de quartier, il faut peut-être des tiers de confiance pour aider des personnes en difficulté à faire ça. Après, de manière plus générale sur l'accessibilité, moi j'ai un projet que j'ai proposé mais qui n'a pas fonctionné, qui était d'équiper, alors vous allez un peu rigoler, mais c'était d'équiper les camions de ramassage des ordures d'une caméra qui permettent de filmer tous les endroits sur lesquels il y avait des passages piétons
qui était inapproprié pour des personnes à mobilité réduite. Et donc avec une caméra 360 sur le camion, puisqu'il passe dans toutes les rues, on avait une géographie complète sur le truc. Bon, on a jugé que c'était une utopie. Mais je pense que c'est pas une utopie. Il faut s'occuper des personnes qui ont du mal à se déplacer et ont du mal notamment sur le multimodal. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être imaginer là aussi des petits véhicules. Enfin, c'est pas une solution, mais c'est une infinité de solutions et je pense qu'il faut il faut un peu délirer sur l'innovation. Sur la question du transport, comme sur n'importe quelle thématique, que ce soit l'énergie, l'alimentation, je crois que si on se contente de rester sur cette thématique, on arrive très vite à des impasses, comme là on l'a constaté. J'ai bien aimé le début de cette discussion, où vous avez montré les différentes impasses en fait, face à ce problème des transports. Et effectivement c'est un petit peu insolvable parce que il est inséparable d'un modèle de société qui est en impasse. Et je pensais qu'on allait justement peut-être partir de cette problématique très concrète des transports, de ce vécu très concret qui est problématique, parce que non seulement on se fait chier dans les bagnoles, et en plus on est en train de défoncer la planète et d'arriver peut-être à 7 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle. Mais c'est hallucinant. Et pourtant on continue à tourner en rond autour de cette problématique des transports. Alors qu'en fait, non, mais c'est même plus le sujet. On devrait même plus se poser la question de comment est-ce qu'on va aller au travail à Mérignac. On est vraiment dans une impasse suicidaire, et donc là je pense qu'il faut qu'on prenne du recul par rapport à ce sujet. C'est bien de partir d'un cas concret du transport, et ensuite se dire, en fait, ça fait partie d'un tout. Ce tout, c'est un modèle de société, il faut le regarder dans son ensemble. Et alors là, je ne sais pas par où prendre ce truc-là.